Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une revue, le tarot Artemisia de Hensel, sorti chez Arcana Sacra. Alors, on va regarder un petit peu le dépliant. Ose pénétrer dans la terre mythique des légendes de Bretagne. Bienvenue en terre mystique et sacrée bretonne. Le tarot Artemisia est un jeu unique pour les passionnés de légendes druidiques. Hensel, auteur bretonne accompagné de Merlin l'Enchanteur, de fées et autres korrigan, te guide sur ces sentiers bretons parsemés de plantes médicinales. Et pour aller plus loin, on vous propose de lire Mythes et mystères d'Avalon, sorti aux éditions Danae. Alors là, on a un dolmen et moi, j'ai la chance de travailler dans une commune où en fait, on a le plus gros dolmen du département qui est toujours en très bon état de conservation puisque tout est bien en place encore. Donc voilà, même si on n'est pas en terre bretonne ici, on a aussi des marques comme ça qui ont été conservées. Donc on a le tarot qui arrive en forme noir et blanc, tout va être en noir et blanc ici, le tarot Artemisia, et qui arrive dans une boîte cloche. Alors on nous dit, bienvenue dans l'imaginaire des légendes et du folklore breton. Le tarot que vous tenez entre vos mains est un tarot instinctif au dessin épuré conçu pour résonner en vous. Il s'inspire du monde des fées, des sorcières et des plantes médicinales, ce qui lui confère une magie aux attraits résolument celtiques. Il vous invite à développer votre intuition, à dévoiler votre force intérieure, un monde fascinant à part et envoûtant s'offre à vous. Osez pénétrer au cœur de vous-même et libérer votre puissance primordiale et sacrée. Tarot de 78 cartes avec un livret de 114 pages. Donc il est au tarif de 24 €. Et on a un petit guidebook comme ça. Donc on a les boîtes. On va voir la boîte en elle-même avec des représentations à l'intérieur. On a toujours un joli travail éditorial qui est fait dessus. Le petit ruban qui sert à attraper nos cartes plus facilement. Donc voilà, soyez réceptifs aux mystères qui vous entourent. Voilà ce qu'on nous écrit. Donc on a quelque chose de très très joli. Donc on va mettre la boîte de côté. Hop là. Et on va regarder comme d'habitude. On va commencer par le guidebook. Vous voyez que c'est un petit guidebook. Et ensuite on aura les cartes. Hop. Donc regardons ensemble le guidebook. Alors on a un guidebook qui est assez succinct. C'est un petit format, on est dans un petit format de boîte par rapport aux grosses boîtes des tarots qui peuvent sortir. Donc, à propos de l'auteur, on va essayer un petit peu de voir cette autrice, du coup, qui est française, qui est bretonne. L'auteur est une artiste illustratrice qui a grandi dans l'est de la Bretagne, dessinant depuis son plus jeune âge. Elle est marquée par ses promenades dans la nature où elle est fascinée par le monde animal et végétal. Après un bac STI art appliqué, elle se consacre à sa pratique du dessin en autodidacte et expérimente avec des techniques telles que la gravure traditionnelle et la sculpture. De sa rencontre avec le tarot divinatoire naît la volonté de dessiner son propre jeu. Ses principales influences sont le mouvement romantique, le règne végétal, les mythes et les légendes. Elle s'intéresse à cet espace liminal entre rêve et réel, plaçant ses personnages dans un temps en suspens. Donc on va avoir un sommaire avec la méthode des cartes, puis après on a directement les pages qui renvoient aux significations des cartes. Donc le tarot Artemisia a été créé comme un outil de réflexion sur soi. Vous retrouverez dans ce jeu l'univers de l'artiste mêlé à l'imaginaire du folklore breton. Il en émerge des fées, des sorcières, des chevaliers, des plantes médicinales dont la force évocatrice persiste et se renouvelle jusqu'à aujourd'hui. Ces cartes vous accompagnent tout au long de votre cheminement personnel depuis la période la plus sombre de l'hiver jusqu'au jaillissement de vie de la saison claire. Les interprétations proposées ici ne sauraient révéler le message des cartes de façon exhaustive. Elles vous invitent à vous fier à votre intuition et à développer une lecture des cartes qui vous est propre. Donc en méthode de tirage, on vous présente juste une méthode en 3 cartes, passé, présent, futur, qui est une méthode assez classique qui peut éclairer sur une situation. Et ensuite, on va avoir directement les explications des cartes. Donc quand on est chez les arcanes majeures, on va avoir la représentation en grand avec à côté l'explication. Et ensuite, pour les arcanes mineures, on les a en plus petit et on
on a ici les corrélations. Donc on va voir pour le fou, où on a une représentation d'un sylphe avec une fleur de lys qui n'est pas habituelle pour le fou. Et on vous dit le fou est léger comme le sylphe, innocent comme le lys. Lorsqu'on est au commencement d'un cheminement, tout reste à découvrir, les erreurs n'ont pas encore été faites. Les dangers ne sont pas soupçonnés. Dans ce cas, le fou évoque la désinvolture et les esprits libres. Cependant, prenez garde à ne pas vous montrer trop volatile et insouciant. À l'inverse, lorsqu'on a derrière soi une route accidentée et que l'on se trouve à un moment de sa vie où les pensées et le monde font peser leur complexité, le fou invite à prendre les choses avec plus de recul et de légèreté. Son apparition peut donc être signe d'un nouveau commencement qui se présente et il serait bon de l'aborder avec optimisme et confiance. Donc on va avoir pas mal d'explications comme ça. C'est plutôt bien. On a certaines représentations qui ne sont pas habituelles. Mais dont on a l'explication. Donc là, par exemple, pour le magicien ou le battleur, on vous parle de Merlin l'enchanteur, on vous parle de Merlin qui prenait parfois l'apparence d'un cerf blanc. Et donc, en fait, vu qu'on est avec le magicien, c'est pour ça qu'on a représenté Merlin. Et on est tout à fait dans le thème abordé par ce tarot. Et on a quelques petites phrases, quelques idées de pistes si on veut approfondir sur ces légendes-là, ces légendes bretonnes. On sait que la Bretagne est riche de mythes, de légendes et de magie. Et j'ai eu la chance d'y aller l'année dernière. J'espère cette année pouvoir aussi y aller pour passer avant tout surtout ça, du temps avec mes amis et toute sa tribu. Mais voilà, elle m'a emmenée aussi à Brocéliande, etc. Et on a pu découvrir des instants magiques comme ça et ces légendes qui imprègnent et donc on a ramené quelques petits bouquins de légendes comme ça et c'est vrai que c'est très très intéressant et agréable à lire. Donc voilà pour ce petit guidebook. Vous avez quelques explications assez succinctes. Comme ils expliquent, ça ne suffit pas à donner toute l'entièreté d'un tarot. Ça va être plutôt une piste de travail pour commencer. Donc je vous conseille de vous munir aussi de votre petit livre si vous avez encore des cartes qui parfois vous posent un problème dans l'interprétation. Au niveau des cartes en elles-mêmes, sur la qualité de la carte, donc on a un dos en noir et blanc où on peut tirer à l'envers ou à l'endroit. Si vous avez l'habitude de tirer les cartes à l'envers, cela ne vous posera pas de problème. On est toujours dans du noir et blanc, autant au niveau pile au niveau face, hein, dos et illustration. Et on a toujours cette très très bonne qualité de carte. Vous voyez, la carte est assez épaisse, mais en plus, voilà, on a vraiment une bonne qualité de carte. Donc, c'est agréable pour faire des tirages, d'avoir des cartes qui sont assez épaisses. Enfin, moi, j'aime bien. Après, c'est plutôt notre côté occidental. Je sais que les Américains aiment bien quand elles sont assez fines pour pouvoir faire plus facilement des mélanges à la Las Vegas, là, en faisant comme ça. Moi, je le fais jamais. J'ai trop peur de les abîmer et parfois, je suis un petit peu trop brute. Alors, on va commencer à regarder les illustrations. Donc, on a vu le sylphe. Pourquoi il représente le fou. On a vu aussi Merlin. Mais vous allez voir qu'on va reconnaître après, au fur et à mesure, on va reconnaître. Donc là, la grande prêtresse, on est vraiment dans l'idée de celle qui connaît la magie, de la sorcière. Donc on nous dit, tel Dahu qui invoquait les Korrigan et les forces de la mer, la grande prêtresse peut provoquer des raz-de-marée, guérisseuse dans l'âme, elle connaît les secrets de la nature et soigne les maux. Elle est la druidesse, la sorcière ou la sibylle des temps anciens. À l'écoute du moindre bruissement du vent dans les arbres, elle voit par-delà le grand voile de l'invisible. Donc voilà, et puis pour nous rappeler ce côté druidesse, on lui a mis une serpe qui sert à aller cueillir les plantes.
L'impératrice va venir faire face à l'empereur. L'empereur qui a des feuilles de chêne autour de lui, donc qui rappelle la force du chêne. Et l'impératrice, la rose, voilà, pour tout ce qui est lié à l'amour, etc., qu'on peut avoir. Donc ils se font face, c'est assez sympa. Et après, voilà, vous voyez, pour le pape, on n'a pas, mais on a le geste de la main qu'on retrouve classiquement dans les symboliques du tarot. Et donc, en fait, on va pouvoir se repérer facilement sans avoir besoin, juste à la symbolique, on arrive à savoir quelle carte on a. Et ça, j'aime bien. J'aime bien quand on sort des sentiers battus. Mais en même temps qu'on garde quand même une certaine logique dans les cartes, dans la représentation. Donc les amoureux, là on a des violettes, qui est l'amour un peu doux et innocent quand on offre des violettes, et avec ces deux femmes. Donc on a un peu de nudité, mais on est un petit peu dans l'idée des nymphes, qui sont un peu dénudées. Le chariot, où en fait ce couple chevauche un cheval lancé à toute vitesse. La force, voilà, on a les symboles qui sont là. Hein. L'ermite, qui était assez original, où on a en fait ce personnage qui s'est peut-être mis tellement en retrait dans la forêt, qui a des champignons qui poussent, et ça me fait penser dans Le Seigneur des Anneaux, où il y a un des mages comme ça, un peu sale, un peu qui vit avec ses animaux, qui est un petit peu farfelu. Voilà, et donc c'est ce qu'on nous dit, reclus avec lui-même. Depuis si longtemps que des champignons poussent sur son corps, l'ermite se consacre à ses pensées les plus profondes. Donc j'aime bien cette représentation, je trouve ça assez sympa. On a la roue de fortune avec le cycle lunaire, effectivement, qui forme une roue en fait qui ne s'arrête jamais. La justice, on va retrouver les symboles, et elle n'a pas de visage, elle n'a pas de tête, elle pèse simplement, on est dans la vue la plus objective à ce niveau-là. Le pendu, la mort, très jolie, je trouve aussi, où on retrouve en fait la faux et ce squelette, mais on voit bien le sens de la mort, qui n'est pas une carte où tout s'arrête et tout est terminé, qui est au contraire une carte de changement, de transformation. Et là on voit qu'en fait ça pousse en fait sur lui, on a des plantes qui poussent, donc la vie qui repart. Je trouve ça très très sympa. La tempérance, qui en fait avec la fleur, et ça là ça me fait penser à un moment dans The Witcher, et souvent j'ai des choses comme ça qui me font penser à des éléments, et je me demande si ils ont été inspirés de la même façon ou pas. Donc là on a le diable avec la représentation avec un serpent, donc on est vraiment dans la représentation biblique du diable, qui prend l'allure d'un serpent pour dire à Ève, mange le fruit. Du coup, on le repère assez facilement, la tour bien entendu. L'étoile, donc on a cette bonne étoile, et puis cette goutte qui vient permettre à la graine de continuer à germer, de pousser pour faire une plante. On a la lune, et la perception de l'eau qu'on a avec la lune, puisque en fait elle a des nénuphars, un nénuphar sur elle, et puis les feuilles du nénuphar. Donc en fait elle est dans l'eau, on voit pas son corps, on voit juste sa sortir, donc elle est dans l'eau. Donc on voit bien la notion aussi de rapprocher la lune de tout ce qui est eau. On sait le pouvoir qu'elle a sur les marées. Le soleil avec les fleurs de tournesol. Le jugement, on retrouve cette trompette, et puis cette femme qui sort de la tombe. Et puis je trouve ça rigolo d'avoir mis les pissenlits, puisqu'on dit
on dit toujours l'expression, ben, ça y est, il bouffe les pissenlits par la racine. Donc c'est exactement ça. Et puis je suis en train de regarder effectivement dans le guidebook, c'est ça aussi, hein. C'est l'idée de bouffer les pissenlits par la racine. Donc ça y est, là on est réellement mort. Et le monde où on retrouve un petit peu aussi la symbolique dont on a l'habitude. Donc passons après aux arcanes mineurs. Donc là, on va pas avoir des scènes totalement illustrées. Toutefois, on n'est pas non plus dans un tarot de Marseille où on a tout simplement des bâtons. On va avoir quand même une disposition ou des illustrations pour le sens. Donc on a l'as de bâton qui est là une baguette magique. On voit des pierres qui ont été accrochées. On voit ces volutes de magie qui s'en vont. Et on a ensuite, voilà, vous voyez de temps en temps, des petites illustrations pour avoir le sens des cartes. On a la disposition du 4 de bâton qu'on a dans un Rider-Waite avec ces sylphes qui font la fête. On a là des 5 de bâton, donc effectivement on a 5 bâtons tout simplement, mais on voit bien qu'ils sont en train de se taper dessus. Donc sans avoir une illustration complète des cartes, on a quand même le sens qui ressort. Avec là la couronne de laurier, on a le casque et donc on a toutes les idées qui ressortent assez facilement. Le 8 de bâton est assez classique, mais voilà, on peut avoir le sens. Je trouve ça très très joli. Effectivement, on a beaucoup de présence de végétal. Là on voit qu'on grandit, on a affaire à un jeune homme qui en fait un adolescent, un jeune homme qui grandit, et ensuite on a la reine et le roi qui lui est une salamandre, puisque on sait que la symbolique du feu, des bâtons, les bâtons sont liés à l'élément feu, et donc on a les salamandres qui sont représentatifs de cette famille du feu. On a ensuite les coupes, avec voilà le partage en fait de l'amour entre les deux. On a la fête, on repère bien, on commence à avoir l'ennui. Voilà, la 5 c'est un peu la tristesse, la nostalgie, donc c'est ce qui remplit cette coupe, les larmes qui remplissent cette coupe. Donc voilà, on est vraiment là-dedans. On repère à nouveau un petit peu les symboliques, hein, les 7 bols remplis, pour voilà, l'illusion d'abondance. Donc je trouve ça assez original, la représentation qu'il y a. Donc on a des ondins qui sont représentatifs de l'élément de l'eau. On retrouve à nouveau ces personnages là. Au niveau des personnages de cour, on a toujours voilà ce jeune homme ou cette jeune fille, en fait, peu importe. On ne voit pas de particularité. Puis le cavalier qui va avoir cette fougue de la jeunesse. Et puis la reine et le roi qui là est remplacé par un crapaud. Ouais. Dont les crapauds, méfiez-vous, certains crachent du venin par leur peau pour se défendre. L'as d'épée avec la représentation, bien entendu, d'Excalibur. On est dans les légendes bretonnes, donc si on parle de Bretagne et d'épée, on pense forcément à Excalibur. Donc la suite des épées qui est toujours une suite un petit peu compliquée, hein, quand on va vers les épées, on sait qu'on a du tourment, on sait qu'on a des prises de tête, des cauchemars, des choses qui viennent un petit peu nous travailler. On est toujours dans la difficulté un petit peu quand on a les épées. On sait que il y a pas mal de travail à faire. On a des cartes qui sont dures, vous voyez là le 10 d'épée. Il y a des cartes qui sont difficiles et on retrouve ces personnages pour les cartes de cour, où ici le cavalier a eu des cheveux plus courts que tout à l'heure. Et on a cette très très belle, je trouve qu'elle est très belle, la reine d'épée. Et le roi d'épée qui, lui, pour l'air, est amené avec un corbeau. On va aller au pentacle. Le pentacle, on a ce symbole de chance, pardon. On a ces petits colibris.
l'arbre qui pousse avec la germe ici. On a le dolmen. Voilà, donc on perçoit quand même le sens assez symbolique. On le comprend avec des dessins qui sont assez simples. Alors, regardez comme elle est jolie, notre... oh, je perds mes mots ce matin. Allez, non, tu veux pas venir le mot? Mandragore, alléluia. Notre racine de mandragore. Notre petite chaumière avec cette maman qui rentre à la maison avec sa fille. Et on retrouve nos personnages. Ici aussi, il a les cheveux courts, habillé quand même de la même façon. Et on a la reine de Pentacle qui a l'air un petit peu plus jeune que les autres. Et remplacée par ce scarabée. Ouais, je pense un scarabée, un bousier. Pour le roi. Donc le roi est le seul à chaque fois qui est représenté par le monde animal. Et non par sa figure humaine. Donc voilà pour ce jeu qui est très très beau. J'aime le noir et blanc. J'ai toujours aimé les choses en noir et blanc. J'aime les couleurs, mais j'aime aussi la sobriété du noir et blanc. Et en fait, le noir et blanc en lui-même fait ressortir plein de couleurs dans notre tête en fait. Et nous autorise à voir les choses différemment. Quand on est en noir et blanc, on imagine nous-mêmes nos couleurs. C'est un peu quand vous lisez un livre par rapport à regarder un film. Quand vous lisez un livre, vous avez la richesse de votre imagination qui fait que parfois c'est beaucoup plus riche que ce que vous arriveriez à voir dans un film. Et certains parfois sont déçus, même si l'histoire suit exactement, mais vous êtes déçus parce que vous ne représentiez pas les choses comme ça. Donc c'est ce que j'aime bien avec le noir et blanc, c'est qu'il permet tout ça, de pouvoir s'approprier ses propres couleurs. Et donc ce jeu est une réussite dans le sens voilà, où on n'est pas dans une représentation classique, mais on arrive tout à fait à garder la symbolique et le sens des cartes. Et il a cette capacité à nous faire vivre nous-mêmes nos propres couleurs et je trouve ça très très beau. Donc voilà pour cette revue, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à très très bientôt, je fais de gros bisous, bye bye.